Oui, parce que vous n'êtes pas modérateur, donc vous n'avez pas accès à la parole. Donc, vous pouvez effectivement poser les questions. Bonjour. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et nous, on autorise le micro. Exactement. Et donc, Eric, on a également Thierry, notre modérateur. Bonjour Thierry. Merci d'avoir fait patienter tout le monde. Effectivement, le temps de monter depuis l'amphi jusqu'au 8e étage avec mes petites jambes, comme je le mettais dans le chat, ça a pris un petit peu de temps. Voilà, donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de pouvoir échanger ensemble sur cette approche globale hybridité, portabilité. Je pense que voilà, on a abordé deux sujets, à la fois l'hybridité, donc la capacité d'exécuter un petit peu n'importe où, et puis la portabilité également, que ce soit vis-à-vis de l'infrastructure ou vis-à-vis des services back-end, quels qu'ils soient. Et puis on a cité un certain nombre, notamment supportés par Dapper. Donc voilà, c'est deux thématiques assez importantes, je pense, quand on parle de microservices. Et voilà, ce qu'on a essayé de démontrer, c'est en fonction du curseur que vous voulez mettre, dépendant plutôt de l'infrastructure, des services natifs de la plateforme, versus une totale autonomie, et Dapper en est une parfaite illustration, eh bien, cette capacité effectivement de pouvoir être libre dans vos choix et dans vos philosophies d'architecture. Voilà, si tu peux regarder dans le chat, Le peut-être chat, voir si s'il y a effectivement déjà des questions. on a des questions qui... regardez également de mon côté. Je peux également répondre sur le chat. Indeed. Pas de questions en attente. C'est la première qui est toujours la plus douloureuse. Oui, faudrait Est-ce qu'on a été clair? peut-être avoir une question entre nous alors. Qu'est-ce que je peux Alors, te Fabien, poser comme question? est-ce que tu choisirais plutôt des services pass déployables partout à travers Azure Arc ou plutôt une approche Dapper framework dépendant? Ah, écoute, pour être franc, moi, le sujet de l'hybride me plaît particulièrement. Et effectivement, on a parlé d'hybride pour les applications, mais il y a tout un tas d'autres services d'hybridité chez Microsoft, autour de la sécurité, autour effectivement de la database. On en a parlé avec une annonce hier sur SQL Manage Instance, qui vous permet ensuite d'aller poser la data où vous voulez, y compris on-premise chez vous ou ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, en préparant cette session avec toi, j'ai beaucoup plus creusé Dapper que je ne l'avais creusé historiquement, et tu m'as convaincu parce que je pense que ça apporte deux choses. Bien sûr, l'indépendance vis-à-vis de cette infrastructure, mais aussi entre les différents services back-end, qui est un petit peu moins vrai si on regarde uniquement un service powered by Azure Arc. Donc je pense que ça apporte une double réponse d'indépendance qui m'a bien séduite voilà, on n'a pas fait de clash, on n'a pas fait Non, d'arbitrage entre les deux, c'était pas le but puisque c'est deux non, parce qu'il y philosophies, a mais voilà, c'est deux philosophies, donc il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est dans un cas, je bénéficie de l'accélération du développement avec des services pass, de l'Azure Function, de la Web App, du Logic App, donc je vais aller très très vite dans mon développement, dans mon déploiement. Et dans l'autre cas, j'ai une vision un peu plus, c'est une grosse application, je veux utiliser un framework, l'application elle-même est en microservice. Donc c'est plutôt ça le curseur, c'est rapidité de développement dans Azure et du coup réponse Azure Arc, Azure Anywhere. Ou alors, stratégie un peu plus long terme, c'est une seule application, c'est pas une galaxie d'applications, une seule application qui utilise Dapper pour communiquer entre ses composants. sachant que sur Azure, donc on a rappelé que AK supportait Dapper nativement. Est-ce qu'il y a d'autres services de gestion des containers sur Azure qui supportent Dapper pour pas forcément être dans une discussion Azure ou à l'extérieur d'Azure, mais également sur Azure en tant que tel? Alors, tu as raison. Déjà, Dapper, ça fonctionne avec n'importe quel service de conteneur. Pas forcément Dapper Enable. Puisque comme c'est un modèle sidecar, je fais mon Docker Compose, je déploie mon conteneur de mon application avec mon sidecar et je déploie l'infrastructure Dapper derrière. Mon sidecar va réussir à se connecter, va réussir à fonctionner. Donc, ça peut être agnostique. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que quand on fait du Dapper Enable Services, comme AK, comme AKS avec le cluster extension, du coup, la gestion de Dapper lui-même, est délégué à Microsoft et c'est nous qui maintenons, qui par exemple patchons Dapper lui-même, puisque Dapper a des releases régulières, donc tous les 3 mois, il faut monter la version Dapper, il faut injecter le sidecar. Dans le cas d'AKS avec le cluster extension, on va injecter le sidecar chaque fois qu'on instancie un conteneur de l'application. En fait, dans le pod, on va injecter le sidecar. Dans le cas d'AK, c'est plus simple, puisqu'il n'y a pas de plateforme à gérer, donc on ne gère même pas AKS, on ne déploie pas de réseau, tout ça c'est géré par AK. Après, dans la roadmap, dans la vision, c'est de se dire de toute façon Dapper, c'est un choix parmi d'autres. Et donc, il faut que nos services qui permettent d'héberger des conteneurs soient capables d'héberger aussi du Dapper. Alors moi, j'avais un deuxième point quand on a préparé, quand on a discuté, et tu en parlais tout à l'heure, tu parlais de 70 services qui étaient offerts nativement par Dapper, et ça m'amène deux questions. C'est effectivement quand on va vouloir
fournir un nouveau provider via Dapper, un petit peu comment ça se passe. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques Oui. insights là-dessus? Euh, Ce serait peut-être ma prochaine question. Alors, et tout à fait, et c'est très pertinent parce que 70 services, ça paraît beaucoup, et en même temps, c'est pas beaucoup parce qu'il y a quand même 8 building blocks. Donc, en fait, ça fait à peu près 10 services, enfin 10 backing services par building block. Rien qu'en mode state store, bah, j'ai forcément plus que 10 moteurs SQL ou que 10 moteurs de clé valeur. Si j'en ai un spécifique, à l'intérieur de mon entreprise ou parce que c'est chez un autre cloud provider, je peux soit soumettre à la communauté une issue en disant ben, ce composant-là n'existe pas dans votre librairie de composants. Peut-être que s'il y a beaucoup de clients qui demandent à la communauté de rajouter ces composants, bah, du coup, ça sera pris en charge par la communauté. Ou sinon, il y en a déjà des clients qui ont fait ça, c'est Zeiss qui a fait ça. Ils avaient un tiers de persistance chez eux on-prem qui n'était pas ceux qui sont supportés par défaut dans Dapper. Ils ont développé le connecteur. Donc, du coup, le développement de connecteur, c'est soumis à la communauté. Donc, on dit, je vais développer un connecteur pour mon tiers de persistance X, ça fonctionne avec tel protocole, je vais créer ça en format Dapper, je vais le soumettre, il y aura une pull request, ça va être accepté. Et effectivement, c'est comme ça qu'on enrichit la librairie des composants. C'est en fonction des cas d'usage. Et comme c'est complètement open source, et Microsoft n'est que contributeur. Hein, aujourd'hui, la communauté est gérée par la communauté. Elle n'est pas gérée par Microsoft. On est contributeur principal, mais c'est vraiment une vision communautaire. Et c'est CNCF. Donc, encore une fois, ce n'est pas une solution Microsoft pour les environnements de Microsoft, c'est une solution CNCF. Et ça m'amène peut-être une question complémentaire. Tu parlais de deux modes tout à l'heure, donc un appel traditionnel API, HTTP, gRPC, etc., ou un modèle un petit peu plus intégré au langage, hein, avec Avec le un SDK, SDK par oui. exemple. Dans le cas précis où tu développes un nouveau composant Dapper pour exposer un stockage ou un autre service, est-ce que tu es obligé de retoucher en mode SDK à ce SDK ou globalement tu l'exposes de la même Alors là, façon? c'est intéressant, c'est que justement, mon application ne sait pas ce qu'elle consomme, puisqu'elle consomme un building block Dapper qui est StateStore, qui est Vault, qui est PubSub. Et en fait, le SDK, ça va être l'intégration application sidecar Dapper, ça ne va jamais être l'application vers le backing service, puisqu'on fait un découplage complet. Donc, quand je vais créer un nouveau component et quand je vais le proposer au catalogue, ça va juste être le sidecar Dapper qui sait consommer le backing service. Mais mon application, dès le jour 0, de toute façon, elle appelle Dapper, elle n'appelle pas le backing service. Donc c'est ça, effectivement, ça prouve l'intérêt, c'est que le cycle de développement de Dapper est complètement décorrélé du cycle de développement de mon application. D'accord. C'est vrai que dans la démo que tu as faite, voilà, on a regardé deux storage systems en back-end. Dans la philosophie des microservices, l'appel entre microservices, qui est naturel, hein, qui peut être assez multiple, puisque plus on va en avoir, plus on va multiplier ces appels API entre microservices. Ma question, c'est dans ce cadre-là, le rôle que peut apporter Dapper. Bon, là, je pense Ah qu'on l'a oui, très bien compris dans ta démo sur effectivement, bah, on change le back-end. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce que tu as montré, c'est de dire voilà, je passe d'une database A à une database B, par exemple, quel que soit son format, et donc ça peut accompagner des migrations vers le cloud, des complètement. modernisations, voilà. Et donc c'est pour ça que ça apporte cette notion d'hybridité, de simplicité. C'est-à-dire, tantôt je vais consommer une database on-prem, demain je vais aller chercher un service qui scale, qui apporte de l'analytics nativement, etc., avec un service de database, par exemple, managé sur Azure. Donc ça, moi, je l'ai super bien compris. On n'avait pas assez de temps, déjà on était un petit peu rush dans le temps, mais donc on n'avait pas assez de temps pour montrer d'autres exemples de services Dapper. Moi, celui qui me plaît bien, c'est effectivement les appels entre microservices. Donc voilà, dans cette philosophie, qu'est-ce que Dapper peut apporter par rapport à une communication un peu plus directe Alors, entre c'est vrai que microservices? quand j'appelle un autre microservice, bah, soit je sais l'appeler, c'est-à-dire je sais où il est, voilà, il a un nom en DNS et puis je l'appelle et j'appelle sa méthode. Soit j'appelle Dapper qui, lui, va gérer la résolution, va trouver où est la bonne instance qui va pouvoir répondre à cette méthode-là que j'appelle, et puis il va sécuriser le canal parce qu'il ne s'agit pas juste de dire ben, je fais une requête HTTP sortante. Il faut peut-être dire ben, je vais peut-être faire du MTLS parce que je vais garantir que c'est bien moi qui appelle bien le service B et le service B est bien le service B qui prétend être. S'il faut que je commence à intégrer toute cette, on va dire, toute cette tuyauterie technique au sein de mon application, c'est dommage. Je vais passer du temps à gérer des certificats, passer du temps à établir des sessions TLS, alors que là, c'est Dapper qui va faire la session TLS entre Dapper et Dapper. Donc le sidecar de mon service appelant et le sidecar de mon service appelé. Appelé. Et après, ça travaille en gRPC en local, puisque c'est du sidecar. Du coup, là, on est bon, on est local. Et par contre, la communication distante, c'est géré par Dapper et non pas géré par mon application. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de positionner cette partie service to service invocation
Au niveau application, au niveau service, j'insiste, c'est pas un service mesh, donc on n'est pas au niveau réseau. Service mesh, c'est je résous un nom DNS sur une IP. Et Et ça donc, vous s'arrête allez là. chercher de manière Et je vais aller un distribuée peu un plus service avec loin, l'état. peut-être que cross-cluster, ainsi de suite. Là, je suis au sein d'une application, donc toutes les applications qui ont les sidecars Dapper qui sont connectées à la même infrastructure Dapper pourront communiquer entre elles. Et par contre, je vais être plus fin, puisque je vais être au niveau de la méthode, et pas juste au niveau du host. Un service mesh s'arrêtera au niveau du host. Je vais rajouter quand même tout ce qui est aussi télémétrie, puisque je vais envoyer dans la trace distribuée, je vais pouvoir envoyer une trace distribuée, donc savoir que mon service A a appelé mon service B, voir qu'il a appelé mon service C, que le B a appelé le service C, et je vais retrouver tout ça dans la partie Open Telemetry, puisque c'est fourni avec le runtime Dapper, cette partie télémétrie. C'est quand même un gros sujet dans les systèmes distribués microservices. Savoir mon appel, où est-ce qu'il en est actuellement dans cette Quelque part. myriade de services qui s'instancient, qui montent, qui descendent, puisque je scale tout ça indépendamment, ça va quand même nous permettre de débugger un peu plus facilement. OK. Autour de cette partie AK, donc on en parlait, elle est arrivée GA Hier. hier. Donc On l'attendait on est au top. depuis Ignite, depuis On le en mois avait parlé, et si d'octobre. tu te souviens, Exactement, quand on avait fait un back from Midnight au mois de novembre, tout à fait, je me souviens et on bien. avait dit quand même que c'est quelque chose de majeur, puisque j'introduis le monde serverless avec le monde conteneur. Mais en mode application distribuée. Aujourd'hui, on avait ACI, c'est déjà du serverless, mais c'est un conteneur tout seul, qui n'a pas de notion de scalabilité, qui n'a pas de notion d'environnement, puisqu'il ne partage pas ses secrets, il ne partage pas son réseau, il est instancié seul. Et de l'autre côté, on avait AKS. Alors la plateforme complète, alors là j'ai toutes les Très features. Oui, alors là, personnalisable. je peux aller loin, j'ai tous les clusters extensions, je peux mettre les opérateurs, moi, je peux gérer mon réseau dans tous les sens, mes node types, ainsi de suite. Par contre, je dois avoir une compétence AKS. Donc AKS, c'est bien, c'est un service PaaS que nous fournissons, on maintient, on permet de faire les montées de version, mais attention, ça reste une plateforme. C'est une plateforme sur une plateforme. Alors que AK, c'est se dire, ben, si je suis développeur, j'ai peut-être pas envie d'acquérir des compétences de plateforme de conteneur. Moi, je développe. En plus, c'est la promesse, c'est de dire, ben, développer de moins en moins, faites juste la partie business, ben, dans les fonctions ou dans le monde serverless. Et puis là, on leur dit, oui, alors vous faites ça, mais en fait, il faut connaître la plateforme. Donc là, on fait l'inverse, on dit, vous développez votre partie business, vous mettez ça dans un conteneur, vous activez ou pas Dapper, et ensuite, vous déployez ça dans une plateforme qui elle-même est complètement managée. Par contre, on va vous exposer des API pour consommer des secrets, pour consommer des ingress controllers. Alors, l'ingress controller dans AKS, il faut l'instancier, il faut savoir ce que c'est, il faut le configurer. Là, il est pré-instancié pour vous, c'est juste de la configuration. On décrit, ben voilà, je veux tant de trafic qui va sur ma révision numéro 1 et X% de trafic qui va sur ma révision numéro 2. Fichier de configuration terminé. Et j'ai pas besoin de maintenir cet ingress controller, j'ai pas besoin de le scaler, j'ai pas besoin de connaître le fonctionnement, je sais pas, de Nginx, d'Envoy, de ingress controller de ce type-là. Donc c'est quand même une simplicité pour le développeur. On l'a vu avec une command line, j'instancie un conteneur qui communique avec un deuxième conteneur. Alors dans ma démonstration, c'est vrai qu'il y avait le deuxième conteneur qu'on n'a pas eu le temps de montrer, mais il y avait deux conteneurs qui communiquent entre eux à travers Dapper. C'est deux instanciations de conteneurs terminées. Alors avant, j'ai vu que Loïc, quelles sont Alors si on répète la les options question, pour oui. gérer la scalabilité dans AK? Donc ça tombe bien Loïc, merci puisque sur le slide qu'on a revu tout à l'heure et je crois que c'était pas dans le slide de Satya hier, mais effectivement, il y avait un petit, un autre acronyme à 4 lettres, hein, je crois qu'on parlait de KEDA, donc est-ce que c'est pas un Oui. élément de réponse à la question de Loïc? Alors, Et tu disais que c'était fully managed, mais est-ce qu'on a quand même un peu la main sur cet oui, environnement c'est AK? pas parce que c'est fully managed que c'est fully opaque, hein. Attention, soyons clairs, fully managed, c'est à la main du développeur, par contre. Mais moi, je suis développeur. Je vais connaître précisément quels sont les éléments qui permettent de lancer le scaling. Si je fais une plateforme, je vais mesurer le CPU, je vais mesurer la mémoire, je vais mesurer les IO. Est-ce que c'est pertinent sur mon scaling? Pas forcément. Si j'ai une queue derrière, je sais que ma queue, elle est capable de dépiler 10 éléments par seconde par instance. Ce n'est pas parce que mon CPU n'est pas consommé que ma queue n'est pas full. Alors que dans AK, j'ai effectivement KEDA et j'ai tous les opérateurs de scaling KEDA qui sont supportés. Et donc, je pourrais très bien dire KEDA surveille cette queue-là. Dès que la queue elle dépasse 10 Message en attente, en par exemple. backlog, instancie un deuxième conteneur pour dépiler plus vite. Et donc là, je rentre vraiment dans une vision applicative. C'est un scaling applicatif, ce n'est pas un scaling sur plateforme. Alors, je peux aussi faire un scaling sur plateforme parce que si je ne sais pas ou si j'ai trop d'éléments, je fais un scaling sur CPU, sur mémoire traditionnellement. Mais Y compris l'intérêt, sur AK et serverless. y compris sur AK qui est serverless. D'accord. Alors, dans le cas d'un scaling sur infrastructure, attention, on ne scale pas tout zéro.
Parce que pour pouvoir savoir que le CPU est consommé, il faut qu'il y ait un CPU qui existe. Donc, il faut que j'ai au moins une instance. Alors que si c'est KEDA sur une queue, la queue étant à l'extérieur de mon application, je peux très bien dire la queue est à 0, je reste à 0, la queue à 1, je scale à 1 et je commence à dépiler. Okay. Et donc, c'est du scale out, scale in, bien sûr. Et comme c'est du serverless, ben, je paye à la seconde d'exécution mon conteneur. Okay. Figure base, donc. Complètement. Il y a une petite subtilité, c'est que je peux avoir des conteneurs qui doivent être up and running, même s'il y a 0 flux entrant. S'il y a 0 requête HTTP, c'est quand même bien d'avoir un conteneur qui est déjà là. Parce que si c'est un user interface derrière, si le client, si le client il attend 30 secondes parce que je dois démarrer l'expérience n'est pas bonne. Donc, du coup, c'est pris en compte et on a deux façons d'avoir des conteneurs instanciés. C'est des conteneurs qui tournent et qui sont en train de processer, et des conteneurs qui sont en attente. Et s'ils sont en attente, le prix est moins élevé parce qu'on considère que c'est une contrainte technique et pas, vous n'êtes pas en train de faire du business, vous êtes en train juste d'attendre que peut-être il y ait une requête qui rentre. Par contre, c'est bien de l'avoir déjà chaud. Comme ça, la requête, elle arrive. Le temps de réponse est. Donc, effectivement, il y a deux modèles. Je suis en attente ou je suis en fonctionnement. Et donc, avec deux prix spécifiques. Sur la scalabilité, bah, le développeur, il a peut-être envie de maîtriser un petit peu la scalabilité. Donc, il va pouvoir dire, cette conteneur app spécifique, elle scale de 0 à 10. Et donc, je peux faire 10 pods en fait, de ma conteneur app au maximum et au minimum 0. Et je définis mon scale controller qui est là. OK. Alors, tu parlais également du curseur entre avoir la main sur l'infrastructure sous-jacente et quelque part se concentrer sur le code et plutôt donner quelques logiques. Quand on a annoncé AK, et ça a été reconfirmé hier, on a une notion d'ouverture et de possibilité ensuite d'aller voir AKS derrière, si on veut effectivement, par exemple, un peu plus reprendre la main. Voilà. Est-ce que tu as des scénarios en tête où voilà, on pourrait développer éventuellement et démarrer sur un environnement plutôt AK, hein, donc avec la valeur que tu viens de donner, et puis ensuite, pour différentes raisons, aller chercher une plateforme un peu plus personnalisable Tout à fait. sur Azure. C'est la réponse. C'est un service PaaS, donc comme web app ou comme fonction, on va avoir des tailles de sous-jacents limitées par le service PaaS. Donc on va avoir peut-être, mon conteneur, il va aller de 0,5 CPU à 8 CPU. Il va aller de 0,5 Go de mémoire à 10 Go de mémoire. Il faut vérifier les chiffres précisément, mais bien sûr, il va y avoir une notion de service PaaS, donc j'ai un catalogue de services et donc je suis dans le catalogue. Si je dis maintenant, mais j'ai besoin d'un conteneur spécifique qui a besoin de GPU, qui a besoin de GPU et qui a besoin d'un Tera de RAM parce que c'est le fonctionnement de mon conteneur, c'est pas la philosophie d'AK. Par contre, c'est complètement la philosophie d'AKS. Et donc, ce que j'ai déployé sur AK, je vais pouvoir reprendre mon code, mon conteneur en l'occurrence, sans le toucher et le déployer sur AKS ou les déployer parce que mon application a grossi. Peut-être que maintenant, il y a des centaines de microservices différents et que AK n'est plus vraiment adapté parce que j'ai tellement de spécificités qu'en fait, je suis obligé de maintenir une plateforme et puis la plateforme qui correspond exactement au fonctionnement de mon application. Et dans ces cas-là, alors, je ne dis pas que on dit, c'est pas comme la fonction, je change la région, au lieu de la région AK, je mets la région AKS. Peut-être plus tard. Voilà, c'est peut-être dans la cible, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le cas. Certainement pas avec la Ça reste de services un petit peu indépendants aujourd'hui. Par contre, c'est des services qui ont le même sous-jacent. Puisqu'au final, c'est des environnements qui gèrent des conteneurs. Ouais. Et donc, du coup, je prends mon conteneur et je prends la définition de mon conteneur, je réadapte mon MChart ou quelque chose comme ça pour l'envoyer sur AKS, mais c'est vraiment que de la configuration. Je ne touche pas mon code, je ne touche pas le fonctionnement de mon application. Et donc, j'ai une migration, on va dire, souple, même si ce n'est pas une migration au sens premier du terme. Je ne fais pas un bouton droit move sur la ressource Azure. Mais dans l'esprit du développeur, de toute façon, il y a des pipelines de déploiement. C'est juste que dans la construction de son pipeline de déploiement, à la fin, il faut faire un pipeline qui va vers AKS au lieu d'aller vers AK et adapter peut-être les trois spécificités d'AKS versus AK. Par exemple, si je consomme des secrets, les secrets dans AK sont gérés, alors c'est transparent parce qu'en fait, on les gère au niveau de l'environnement. Dans AKS, on va les gérer avec les secrets de AKS. Donc peut-être que voilà, il faut changer le fichier de configuration en disant maintenant le secret il est stocké là, il n'est plus stocké ici. Ouais, donc dans des scénarios dev and test versus production ou du scale, je démarre un peu plus petit, un peu plus pas contraint, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans le respect du service managé, oui, et ensuite je peux aller chercher quelque chose. Je ne suis pas loqué. L'idée, c'est que tout ça, c'est compatible CNCF. Donc, on n'est pas loqué dans un environnement qui fait exécuter des conteneurs et on se dit, ah ben, j'ai pris AK comme choix au début, mauvais choix, raté. Pas du tout. AK, très bon choix. Conteneur, maintenant je veux changer, je reprends mes conteneurs, je les déploie à côté. Si j'avais des Dapper Sidecar, je garde les Dapper Sidecar sur un autre. Tout ce qu'on a vu en portabilité des services, complètement. Tu l'emmènes à côté. Donc, l'indépendance qu'on a vu tout à l'heure reste. Et comme c'est du scale KEDA, tous mes scale contrôleurs que j'ai configurés à AK, je reprends ma configuration
Scale-Keda dans AK et je la pose dans AKS. Donc, les mêmes critères de nombre de messages dans Enfin, queue, etc., exactement, comme dans ton exactement. exemple, vont être applicables là-dessus. Tout Donc, à fait. c'est pas un bouton Move to AKS, mais globalement, on récupère Oui, beaucoup de choses. j'ai pas besoin de réécrire mon application, ça c'est sûr. Top. Eh ben, écoute, merci Eric pour cette partie qu'on a un peu réduite et encore désolé du retard. On avait collé les deux sessions pour des raisons logistiques. Je pense que ça va nous amener à des bonnes discussions d'architecture dans ce monde de cloud native et d'applications modernes. Donc, pas mal de bons échanges à venir avec vous en termes d'architecture. Petit mot de la fin, Eric? Je pense que là, on a quand même une palette de services fabuleuse. Et tu le rappelais très justement dans la session, la cible, c'est peut-être serverless. Peut-être qu'il y a un chemin un peu compliqué pour les serveurs serverless. Là, on répond complètement. AK plus Azure Arc, ben, ça va vers du serverless. Tous les choix sont possibles. Le développeur choisit le bon outil au bon moment pour le bon usage. Ouais, c'est ça, on sait découper. Et puis, quand on parle de modernisation, on sait commencer à extraire, aller tester un petit peu de serverless pour certaines fonctions, garder du container pour d'autres et être agile. Que OK, de la liberté. que de la liberté. Bah, écoute, Merci merci Fabien. Eric, merci à toutes et à tous de vous être connectés et puis à votre disposition pour continuer les échanges autour de ces sujets passionnants d'architecture logicielle moderne. Merci beaucoup, bonne journée, bon build. Bonne journée. Merci, au revoir.